à ça. Aujourd'hui, on s'attaque à un super ultra cool projet d'une machine à boules que j'affectionne tout particulièrement, la F14 Tomcat. J'ai déjà eu une F14 Tomcat à mes tout débuts. En fait, la première machine à boules électronique que j'ai eue, c'était une F14 Tomcat. En 1900, non, c'est pas si vieux que ça. En 2006, j'ai eu une F14 Tomcat. Je l'ai eu pendant longtemps, elle a brisé pratiquement dans la première semaine que je l'ai eu, puis elle a été longtemps sur le dos, puis quand je l'ai fait fonctionner, j'étais très content, je l'ai joué beaucoup, puis je m'étais dit jamais je vais la vendre, à moins qu'un jour je me trouve une Elvira de Party Monsters. Alors j'ai vendu ma F14 Tomcat, je me suis trouvé une Elvira, et j'ai cette Elvira depuis toujours. Mais je m'ennuie de la F14. Et de son feedback over the top, de ses trois sirènes, de sa musique incroyable et du flow de gameplay à la Steve Ritchie. Alors, cette machine que je vais remonter pour un client pour qui j'ai déjà remonté des machines aussi. J'ai déjà fait une Miss Pac-Man, très content de ce que j'avais fait. Il m'a dit André, la F14, je la veux dans ma salle de jeu, mais je la veux en excellente condition. Et c'est là que j'entre en jeu. Je vais donc faire une restauration assez complète en 32 points que je vais vous lister ici pour le fun. Comme shiner les pattes, ça c'est déjà fait. Je ne suis pas été super ultra hardcore, mais j'ai réussi à enlever quand même une très grande proportion de rouille dessus. C'est sûr c'est une restauration en profondeur, mais on y va quand même selon un certain budget. Donc on garde les pattes originales qu'on a shinées, des nouveaux leg levelers, des nouvelles bottes de tête, un clean-up du cabinet intérieur qui est très sale, on va tout nettoyer ça. La machine, elle vient d'Europe, hein? C'est une machine qui vient soit d'Italie ou d'Espagne, qui a été convertie au signal 120 ici, puis qui a eu des LED, qui a eu des nouveaux élastiques, mais c'est pas mal tout. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour la remettre, selon moi, tight. J'aime pas l'expression sur la coche, je préfère tight. 4 nouvelles billes, une nouvelle serrure dans la corn door. Vous remarquez d'ailleurs, la corn door on voit pas bien, mais il y a 3 corn slots. Ben ça c'est propre en fait aux corn door européennes. Alors quand vous voyez 3 petits, d'ailleurs c'est écrit un DM Deutschmark. Est-ce qu'on parle carrément d'une machine qui a été en Allemagne? Nouvelle instruction card. On voit qu'ici qu'il y a eu des instruction cards custom, puis c'est pas trop cassé la tête, il a mis 2 fois le même. J'aime plus ou moins ce genre d'instruction card. Je préfère quand il y a vraiment au moins le texte original dessus. En tout cas, je vais y faire quelque chose de beau. Redresser les targets pliés. Presque toutes les targets ont commencé à bender à force de manger des coups. Parce que les flippers, à partir de la F14 Tomcat, Williams a commencé à mettre des coils de flipper extrêmement puissants. Et ça affecte énormément le gameplay. Ça fait une partie très rapide, mais ça fait aussi que les targets mangent une claque. Et que j'aime le fait qu'elle ait en plus énormément d'attraction loop. La musique, très bonne. Redresser les targets, des nouveaux warrior targets. Ici, il y a des warrior targets. Il y en a une qui a été faite custom et la bille pogne dedans parce qu'elle n'est pas super bien faite. Ici, elle est carrément absente et ici aussi, elle est mal ajustée. Donc, je les ai carrément commandées parce que je pourrais prendre du tige de métal. Bon, on va laisser Yaga finir son affaire. Ça m'amène à mentionner que le programmeur est Eugene Jarvis, une superstar dans le domaine du jeu vidéo, et Steve Ritchie, superstar dans le domaine de la pinball. Un mélange extrêmement heureux. Eugene Jarvis a entre autres fait Defender, Robotron, Joust. Alors on voit ici que dans l'Attraction Loop, c'est dit tiens, on va faire en sorte que tous les centres d'effets de la machine passent un après l'autre. Question d'attirer l'attention aux joueurs potentiels. Alors, on va refaire les gates. Installer les bons stickers de spinner, parce qu'ici, les stickers de spinner, c'est les... en tout cas, c'est pas le bon spinner, je pense que c'est le spinner de high speed.
Alors, les rampes vont être complètement shinées parce qu'elles sont extrêmement ternies et oxydées avec le temps. On va toutes les démonter une par une et les shiner à mort. On va démonter le playfield au complet. Pour faire ça, ce que je fais, c'est que soit je prends une grosse feuille de styrofoam ou une grosse feuille de carton, genre qui vient d'une boîte comme celle-là. Et à chaque fois que je démonte un module, je le réinstalle et je le punch sur le carton à côté. Comme ça évite quand il y a surtout des installations très hautes comme ça, pour qu'il n'y ait aucune question au moment de la réinstallation. Parce que c'est chiant de rester pogné avec des vis, il faut savoir où ce qu'ils vont. Après ça, une fois qu'on démonte le playfield, on va sûrement changer ici les petits aprons. Ici, il est complètement rouillé. Et puis, j'en ai un de spare ici. Puis aussi ici, là, c'est pas super nice. Ça fait qu'on va sûrement changer le apron. On va enlever le miler. OK? Parce que il y a un miler de factory qui a été, d'usine qui a été mis. Et le problème, OK, qui arrive avec la F14 Tomcat, c'est qu'il y a tellement d'insertions de lumière. Voyez-vous comment c'est un light show à n'en plus finir. Ça affaiblit carrément la structure du bois avec le temps. Le bois, là, il vient comme à curver, entre autres, dans ces coins-là. Et ça a pour effet, je te dirais, sur pratiquement toutes les F14, de faire lever les inserts. Je sais pas, vous voyez ici, là, mais l'insert de plastique, là, sur les côtés, ici, il lève. Parce que le playfield, il penche. Ça a l'air exagéré, mais c'est carrément ça. Et même aussi ici, ça a été reconnu, c'était la même chose avec ma F14 que j'avais dans le temps. Puis c'était la même chose dans le temps, j'avais réussi à trouver un playfield de F14 de spare qui avait tout le stock dessus et en dessous. J'ai eu ça pour 100$, ça m'a fait un stock de pièces incroyable. Puis celui-là, justement, j'ai réinséré plusieurs inserts, même si lui est encore levé, là. Il faudrait pratiquement que je les réinsère. Le but rapidement, avec ce playfield-là, ce que j'ai le goût, c'est de remettre tout le visuel parce qu'il était complètement à scrap. Et une fois que c'est fait, je vais me pratiquer à clear-coater des playfields avec ce playfield-là. Je trouve que ce serait une belle corde à rajouter à mon arc de pouvoir clear-coater moi-même mes playfields. Bref, petit aparté, mais toujours dans le sujet de F14. Alors, après ça, donc enlever le miler, en faisant très attention de ne pas partir avec le moins de peinture possible. C'est inévitable, c'est sûr que ça va arriver particulièrement autour des inserts. Il n'y a pas grand chose à faire, mais si on y va très lentement avec une bonne technique, ça se fait sans trop de dommages. Après ça, on réinsère les inserts, on va faire un fine-tune du pop bumper, parce qu'il fonctionne juste tout simplement plus, il est tellement mollasson, là. Il y en a rien qu'un, donc on peut tout s'arranger qu'il soit tight. Après ça, clean up et fine-tune up des 4 flippers. Il y a quand même 4 flippers et ils sont assez sauvages, hein, parce qu'il y a exactement la même valeur de coil dans les flippers du haut que dans ceux du bas. Dans ceux du bas, je comprends parce qu'il faut que ça fasse des loops rapidement. Mais ici, j'aurais mis franchement des valeurs de coil plus faibles parce que les targets ici mangent une claque. Puis les plastiques aussi. Surprenamment, les plastiques pétés sur la machine ne sont pas dans ce coin-là. Mais c'est surtout ici qu'il y a un plastique qu'il faudrait que je trouve une façon de pouvoir réparer. Ainsi que celui-là qui a perdu carrément de la peinture. Lui, je crois que je vais simplement repeindre en dessous pour le ramener à sa forme d'origine. Après ça, 2 nouveaux afficheurs plus installation. Oui, il manque un afficheur. Puis lui, il manque la ligne d'en haut. On voit qu'ils ont déjà été changés. Donc, vous voyez ici, il manque la ligne d'en haut de l'afficheur. Donc, j'ai déjà un afficheur de spare, 2 afficheurs de spare. On va peut-être carrément les changer ou je vais voir si lui, c'est tout simplement pas une mauvaise soudure qui fait qu'il manque une ligne. Après ça, retouche de peinture du playfield. Il va en avoir quand même quelques-unes à faire aux endroits, entre autres, où il y a le kicker du rescue, qui fait en sorte que la bille a vraiment creusé son chemin à certains endroits, ainsi que le spinner ici, c'est pas super beau. Après ça, nouveau sticker insert au besoin. On va voir. Je vais peut-être carrément juste redessiner que son besoin parce que les inserts, où est-ce qu'il y en a? Il me semble que j'ai vu des inserts stickers qui étaient un petit peu amochés. En fait, je pense que c'est surtout le special ici qui aurait besoin d'un petit peu de peinture. Après ça, nettoyer toutes les pièces. Job de poter sur le cabinet et sablé. Bon, le cabinet, il a quand même mangé une coupe de claques ici. On voit mal, là, mais le coin ici il est complètement mangé. Tout ça, il va falloir faire des retouches. Ça ne sera pas évident parce que je ne veux pas être pogné pour tout sabler. Donc, on va faire un nettoyage. On va voir qu'est-ce que je suis capable. Parce que, par exemple, ce genre de noir-là, ça s'enlève. Mais je vais refaire les coins ici au poté. Et
ce qu'on n'est pas capable de voir correctement, mais dans le haut, complètement ici, là, il y a vraiment des gros chunks de bois qui manquent. Alors tout ça, ça va être démonté, les gyrophares ainsi que la tête, nettoyé, et on va refaire aussi la potée de tout ça. Après ça, on va installer les sticker mods. Car voyez-vous, quand j'avais la machine, j'étais assez craqué. J'ai toujours trouvé que le module de plastique noir ici était sombre quand on compare au reste de la machine qui est extrêmement lumineux, qui donne énormément de feedback. Il y a cette section-là qui est vraiment terne et plate. Alors j'ai sorti mes skills de graphisme, parce que c'est quand même là-dedans que j'ai gradué à l'université. Alors j'ai fait un sticker custom spécialement pour mettre sur le plastique transparent qui vient avec la machine. Ce sticker-là, j'ai fait ça il y a quand même 4-5 ans, puis je l'ai vendu plusieurs centaines depuis. Puis il y a une couple d'années, je me suis dit, tiens, il y a un autre plastique transparent ici, puis j'ai eu de la demande du monde qui avait lu en disant, hey, t'en ferais-tu un pour lui? Ben oui, il a fait un. Alors lui, il n'est pas découpé, il n'est pas assemblé, mais une fois que ça va être fait, je vais l'installer, je vais les découper puis l'installer sur les plastiques ici. J'ai très hâte parce que ça va être la première fois que je vais avoir en ma possession une machine avec mes 2 stickers dessus. J'avais eu à l'époque de l'aide du monde sur le net qui m'avait envoyé des photos pour voir si mes stickers fitaient bien. Puis franchement, ça fait très très beau. Je suis content du résultat. Alors, après ça, l'installation des stickers, le remontage du playfield, nettoyage de la tête, nettoyage des gyrophares, changer le plunger pété. Ouais, le plunger ici, il est comme fondu, on dirait. Il va nous rester aussi la corn door. On voit qu'elle a vraiment mangé une claque. On va la démonter, enlever le sticker qu'il y a là. Puis aussi, on va enlever une autre preuve que la machine... mais disons, un autre indice que la machine vient d'Europe, c'est les autocollants de joueurs de soccer européens qui sont dessus. Ici, selon moi, ça aurait plus été des stickers de joueurs de hockey. Alors, on va voir aussi, peut-être que je vais m'amuser. Regardez ce que j'ai trouvé. J'aime ça, mettre des petits mods. Ici, j'ai un beau petit F-14 Tomcat Fighter Jet. À l'époque, quand j'avais eu une F-14 Tomcat, j'avais mis le petit Fighter Jet au-dessus du spinner ici. Puis j'avais mis une petite lumière jaune en dessous de l'aile qui, attachée au spinner, clignotait. Fait qu'à chaque fois que ça faisait un tour, la petite lumière jaune en dessous de l'aile faisait comme si la mitrailleuse tirait. Et ça donne bien parce que ça fait un son d'effet de mitrailleuse quand on passe dans le spinner. Alors c'était, selon moi, en parfait accord avec la machine. C'est sûr que si je décide de l'installer, je vais le repeindre et la laisserai pas aux couleurs vertes camouflage. Je trouve que ça n'a absolument aucun rapport avec les thématiques de la couleur actuelle. C'est peut-être aussi une des affaires que j'aurais à reprocher côté visuel à la F-14. C'est que le gros F-14 du centre de la machine a été mis jaune. J'avoue, il aurait pu le mettre blanc ou gris, parce que bon, normalement F-14 c'est gris. Peut-être ça aurait été mieux gris. En tout cas, je comprends que ça fit avec le logo William, là. Puis que la machine est bleue, rouge, donc ça aurait été drôle de le mettre de cette couleur-là aussi. En tout cas, c'était vraiment ma seule critique. Sinon, le reste du visuel de cette machine-là est, selon moi, graphiquement formidable. Les modèles de production, un peu plus tard aussi, ont décidé de mettre une lumière verte ici, que je n'aime plus ou moins. Originalement, dans les premières versions, parce que moi, j'avais une version d'F-14, pas prototype, mais Early Production, comme on appelle, parce qu'ils ont quand même fait 14 000 exemplaires de cette machine-là, ok? Mais dans les premiers milliers qui ont fait, la lumière ici était blanche, et les lumières dans le fond étaient blancs aussi. Donc, on le voit aussi, cette machine-là est, selon moi, de Early Production, ok? Parce qu'il y a les lumières blanches. Quelques milliers de modèles plus tard, ils les ont mis rouges. Et quand la personne qui a eu cette machine-là a mis les LED, par défaut, la lumière qui vient ici est verte. Mais originalement, je suis pas mal sûr qu'elle était blanche parce que les lumières du fond sont blancs. Et aussi, un autre détail, le dôme ici est transparent. Dans les modèles plus tard, le dôme du centre est blanc opaque et non transparent. Alors, ça indique que vraiment, c'est une machine du début. D'ailleurs, une affaire qui m'intrigue, c'est que normalement ici, le Williams, ça serait supposé être écrit Williams #1 Pinball in the World. C'était le cas de ma machine. Alors, est-ce qu'à l'époque, quand ils ont fait la première production, ils ne pouvaient pas encore se qualifier de #1 Pinball? Parce que je sais que Williams se considérait #1 Pinball in the World à l'époque, parce qu'il y avait eu plus de ventes que Gottlieb et Bally réunis, là, grâce bien sûr au succès de la High Speed juste d'avant.
Alors, c'était mon fun fact historique pour l'époque. Et nouveau bouton de flipper rouge. Bon, continue la corn door, nouveau bouton de flipper rouge et le mode des F14 que je viens de parler. Ouais, parce qu'ici, on va mettre au moins des couleurs, des pitons de la même couleur. Avant de commencer la restauration de la F14, j'étais en train de jouer une petite game quand les flippers et les coils se sont toutes mis à lâcher devant moi. Tout a arrêté. Alors, je suis allé voir dans la tête qu'est-ce qui se passait. J'ai checké tout d'abord, évidemment, toutes les fuses pour me rendre compte que celle du power supply de flipper était sautée. Alors, j'ai fait le tour de toutes les composantes et on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup pour me rendre compte que le pont de diode qui va ici est sauté lui aussi. Donc, la fuse, je l'ai changée, elle est neuve. J'ai changé le condensateur qui est ici, juste parce qu'il y a quand même 30 ans. Et pour quand même me rendre compte qu'il était à 101 microfarads. Ce qui veut dire que 1 microfarad de variation après 30 ans, c'est assez impressionnant. Bref, j'en ai quand même mis un 9 parce que ben, je suis comme ça. Après ça, la résistance ici est bonne, celle-là ici aussi. Mais la petite diode qui est là, que j'ai changée, petite diode blanche ici, est court-circuitée. Alors voilà, ça fait que je change la diode ici, le pont de diode qui est là. Et le bord devrait être comme neuf. Je me suis aussi permis de tout refaire les soudures des connecteurs. Et quand je dis refaire les soudures, je pompe l'ancien étain et j'en remets le nouveau. Je ne fais pas juste en rajouter. Je veux vraiment que la connexion soit parfaitement neuve. Et il y avait aussi une zone de connecteur ici, une zone de trace qui était complètement à nu. Alors je l'ai gratté comme il faut et j'ai remis de l'étain par-dessus juste pour sceller un peu le tout, pour éviter qu'il y ait de l'oxydation qui puisse se reproduire éventuellement. Alors voilà, ça fait qu'il va me rester à aller chercher en fin de compte le bon équivalent de pont de diode et de diode pour pouvoir remettre ça dans la machine. Quand on change le pont de diode, en fait, l'important c'est de ne pas aller en bas des valeurs originales. Alors dans ce cas-ci, c'était, si je me rappelle bien, il me semble que c'était à peu près un 25 ampères 50 volts. Et ici, ah non, c'est un 7 ampères. Alors ici, j'ai un 35 ampères 600 volts. Ce qui veut dire qu'il est capable d'en prendre. Parce que j'ai fini d'enlever le miler et par le fait même, j'ai enlevé la majorité des éléments qui recouvrent le playfield et que j'ai tout déplacé ici sur la portion de carton. J'ai eu donc suffisamment d'espace pour être capable d'enlever tout le miler. Évidemment, ce que je craignais, c'est que les inserts allaient être endommagés avec le retrait du miler. Il y a donc plusieurs inserts que je vais devoir réimprimer et mettre une petite couche protectrice dessus là, pour être sûr que ça se réuse pas davantage. Il y en a plusieurs qui ont été conservés, en fait la majorité, mais il y en a d'autres, comme par exemple celui-là, il n'y avait rien à faire, mais lui, il est correct. Voilà. C'est pas les meilleurs playfields, ceux de Williams, ce qu'on me dit. Le bois et l'encre et tout, c'était pas les meilleurs à l'époque. Il semble-t-il que c'est Gottlieb dans les années 80 qui faisait les meilleurs playfields. Et j'ai tendance à le croire parce que c'est quand même la 3e fois ou 4 que j'enlève un miler sur une Williams des années 80. Puis il n'y a pas de miracle. Évidemment, je vais avoir besoin de mon Trusty de Gommer Bottle pour enlever tout le résidu de gomme pour donner le fini lisse et approprié qu'on attend d'un bon playfield. Une fois que ça va être fait, une fois que le playfield va être vraiment à mon goût, là on pourra vraiment continuer à faire le nettoyage autour. Juste une petite vidéo in between pour montrer où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Regardez la saturation des couleurs qu'on s'en va chercher en enlevant le miler et en enlevant la gomme. Ici, je ne sais pas si la caméra rend bien justice, mais il y a des petits reflets là. Vous voyez justement le rouge, comment il donne presque sur le mauve, tellement il est terne. Mais une fois nettoyé, c'est tout simplement extraordinaire. On est vraiment été chercher le visage des deux pilotes. Avec quelques retouches, ça va être très près du comme neuf. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire avec la section en demi-cercle ici, parce que j'ai exactement le même problème sur celui-là. C'est que de compagnie mettent un miler ici et là, mais pas là. Ce qui fait que cette zone-là a été affectée plus que les autres par le soleil et le passage de la bille. Donc le miler a protégé toutes ces années-là, ces deux sections-là, mais elle a été vraiment sujette, en fin de compte, à un passage assez excessif de la bille. Et je vais regarder, voir, j'ai un petit truc peut-être que je vais être capable d'enlever le plus de noir possible, mais c'est sûr qu'il va y avoir une différence de ton. Ici, le bleu, il donne beaucoup plus sur le jaune
que cette portion-là. Et ça, il n'y aura pas grand-chose à faire, c'est l'effet du soleil carrément. Mais somme toute, là, c'est vraiment un très gros plus comparativement à ce que c'était. Bon, je sais plus trop où je t'ai rendu là, dans mon filmage, parce que ça fait un petit bout là, que je travaille puis j'ai oublié de filmer. Alors, j'ai démonté la majorité du playfield. J'ai même enlevé les flippers pour avoir de la place pour travailler. J'ai commencé à enlever énormément de gomme parce que quand tu enlèves tout ça, ça fait beaucoup de résidus de gomme. La section ici est pas mal avancée. Puis, écoutez, j'ai dû faire la réalisation un peu malheureuse que en enlevant en enlevant le miler, j'ai été capable de préserver sensiblement toute la peinture. À part peut-être, ben ça ici c'était vraiment éraflé par la bille, puis ça aussi là, ça c'est pas le miler en l'enlevant qui a fait ça. Mais c'est vraiment du côté insert que ça a fait le plus de dommages, parce que l'encre utilisée pour les inserts est moins épaisse que, évidemment, que celle utilisée pour le playfield. Fait que, vous pouvez voir le playfield là, il va être franchement épais là, une fois que je vais avoir fini de le nettoyer. Ça va être la bombe. Mais côté insert, vous voyez ce qui s'est passé. S'il y a un paquet de petites craquelures qui sont sensiblement... C'est pas récupérable. Il n'y a pas rien à faire avec ça. Alors, il faut aller avec la job fastidieuse de gratter chaque insert pour enlever les résidus d'impression, de colle, d'encre, pour le mettre en fin de compte le plus clean possible. Et après ça, on utilise des autocollants qu'on met par-dessus. Je vais expliquer plus en détail plus tard de quelle manière je vais m'y prendre. Mais en ce moment, je suis dans la job assez de précision d'enlever en fin de compte chacune des résidus de... J'utilise des petits ciseaux à bois, comme ça. Ça fait hyper, super, ultra bien. Franchement, là, c'est le top. Évidemment, ça demande quand même d'être très précis, mais ça fait une super job. En passant, j'ai changé de téléphone depuis le dernier vidéo. Alors, j'espère avoir une excellente amélioration parce que j'ai un bien meilleur téléphone. En tout cas, je fais juste comparer ce que je vois à l'œil nu ici et ce que je vois sur l'écran. Et c'est franchement... nette amélioration, ne serait-ce juste dans la captation de la lumière. Là, franchement, là, c'est du très bon upgrade. Alors voilà, ça fait que j'ai quand même avancé. Il y en a que j'aimerais garder comme... Je suis encore embêté si lui, je vais le gratter ou non. Vous voyez les espèces de petites rainures de même? C'est parce que lui, c'est vraiment un très gros sticker. Puis il est quand même en bon état. Les petits motons sont juste là à cause des résidus de colle. Peut-être que lui, je vais le garder. Parce que je t'embêtais un peu aussi côté extra ball. La seule affaire, c'est que si t'en fais un, ben t'es mieux de faire les autres parce que sinon, il va en avoir rien qu'un qui va être super ultra spark clean, puis l'autre va être un peu givré, frosté. Alors, on veut que ça soit le plus uni possible. Et j'ai surtout très hâte de venir à m'attaquer à... Hey, ça n'a pas de sens. Vous voyez la hauteur du insert, comment il est surélevé ici, là. Alors ça va être une job de petits gun à chaud parce que ceux-là, ces trois-là sont tout à faire. Ceux-là, quand même, c'est vraiment la pointe. Ici, ça, c'est les pires, là. Franchement, la bille, là, si elle tombe ici, elle va rouler, elle va dégringoler. Ceux-là sont quand même pas mal. Il y a peut-être lui. Oh là là! Bref, c'est beaucoup de travail, le playfield. Vraiment beaucoup de travail. Il faut prendre son temps, il faut y aller lentement. Mais ça vaut la peine parce que c'est ça que tu as d'en face tout le long de la game. Alors, tu veux que ça soit impec. J'ai démonté la coin door pour me rendre compte qu'avant de pouvoir peindre, quand on dit démonter, là, c'est vraiment, j'ai enlevé tout ce qui est plus gros pour rester juste avec la plaque de métal à peindre. Alors, on voit les raisons pour lesquelles. Mais la porte a été franchement pas mal cabossée avec le temps. Tiens, ça, c'est une shot qui montre bien comment... Elle a été complètement bombée, fait qu'il va avoir un petit peu de débosselage à faire avant de pouvoir mettre une petite couche de peinture là-dessus. Ça retarde une petite affaire, mais pas tant que ça, mais ça prouve qu'à l'époque, les machines étaient synonymes d'émotions fortes. Hein, puis surtout que la F14 Tomcat, elle peut être très fâchante comme game. Alors, il a reçu beaucoup de coups de genoux d'Allemand dans cette porte-là, parce que la machine, elle vient d'Allemagne. D'où le fameux Achtung, der hinter der Haberdungstehen Honderspannung. Malheureusement, il n'y a pas grand miracle à faire avec la porte.
Je l'ai débosselé un peu pour me rendre compte qu'une fois qu'elle est bombée un petit peu, la porte est comme tordue, ce qui fait qu'il s'agit de pas appuyer bien fort, puis elle renfonce. Vous voyez, ça fait que malheureusement, il va falloir qu'elle garde son côté un peu concave, parce que même en voulant la ramener, ça va réenfoncer inévitablement. Malheureusement. Pendant que la porte a été sablée, nettoyée et peinte, on attend que ça sèche. Fait qu'on va nettoyer les push coin to reject. Ça va leur faire un bien immense. Et on va se débarrasser des Deutschmark. On va mettre des 25 cents. Les choses avancent toujours à bon rythme. La porte a été réinstallée. J'ai mis les petits 25 cents. J'ai aussi réparé chacune des petites lumières. En fait, les 3 globes étaient pétés. Puis celui-là, il faisait comme gérer les deux, le reste. Puis lui, il était dessoudé. Ça fait que il y a maintenant de la lumière dans la corn door. Le problème à régler, c'est que, bon, c'est pas dans la petite manette ici que la porte a tellement mangé de coups de genoux dedans qu'elle ferme très très croche. Fait que va falloir que je la réajuste un petit peu. Toujours assez impressionnant de voir le light show de cette machine-là en marche. Avec tous ces nouveaux inserts d'installer. Mais c'est pas glorieux. J'ai joué beaucoup de parties avec la machine juste pour tester parce que c'est pas tout démonter, remonter, remettre à la bonne place. Il y a tout le temps du fine-tuning à faire. Par exemple, la petite gate ici, elle accrochait, elle redescendait pas assez bien, elle frottait sur le rebord du pop bumper. J'ai dévissé le pop bumper, je l'ai tassé un petit peu et ça a réglé le problème. Après ça, là, j'en ai une coupe à régler, comme par exemple les petites lamelles ici du slingshot sont trop proches, fait que quand la bille frappe, ça fait 2-3 activations du slingshot par défaut, donc on va l'ajuster pour qu'il en fasse rien qu'un. Après ça, il faut que j'ajuste le lane ici. Il y a une petite affaire trop vers la gauche qui fait que quand la bille elle passe, vous voyez, elle accroche. Alors, on va éviter ça. Même si c'est drôle, hein, parce que regarde, si on passe la bille ici, là, pas de problème, mais à partir du moment qu'elle descend et qu'elle n'est pas parfaitement centrée, elle accroche dedans. Alors, on ajuste ça. Après ça, autre détail extrêmement important. Ah tiens, en même temps, je vous montre, je vous parlais un peu plus tôt des lumières que j'ai simplement pris des 47 et repeintes en rouge et en bleu avec des crayons Sharpie. Franchement, l'effet, il est parfait. C'est parfait, c'est exactement ça que ça devait être. Pas les petites capotes de plastique qui sèchent puis qui laissent à peine passer la lumière. Ça, là, je trouve que c'est la parfaite émulation à petite échelle de l'effet des gyrophares au niveau du playfield. Alors, on touche pas à ça, on laisse ça de même. C'est la Switch ici qui est le plus gros des problèmes en ce moment. Parce que elle a, OK, quand la bille arrive en jeu, là, elle vient se loger ici ou de l'autre côté. C'est au hasard, dépendamment quand on commence la game. Mais d'une manière ou d'une autre, à partir du moment que la bille vient se loger ici, il y a un détecteur qui détecte que la bille est tombée de ce côté-là. Et le kick-out l'envoie, il lui fait faire un loop et il la ramène par ici. Si cette Switch-là est défectueuse, ça compromet tout le reste de la partie. Parce que, bon, par défaut, quand on commence la game, si la machine ne détecte pas qu'il y a une bille qui est tombée à quelque part, elle va activer par défaut, elle va faire un tour de toutes les slingshots. Ça fait qu'on est capable de partir la game, même si cette Switch-là fonctionne mal. Mais au moment où ce qui vient le temps de verrouiller les billes pour l'éventuel multiballe à 4 billes, quand la bille vient se loger ici et que la détecte pas, il refait encore la même séquence de relâchement de billes et à ce moment-là, les billes sont éjectées en jeu sans même avoir vraiment officiellement déclenché le multiball. Alors ça compromet l'éventuel jackpot et là. Parfois, je dis bien parfois, la vie fait bien les choses. Alors, comme vous vous rappelez, j'ai un Playfield F14 Tomcat accroché sur ma porte là, sur lequel il y avait un paquet de pièces existantes que j'ai toutes dévissées et répertoriées plus ou moins bien dans mes tiroirs, mais quand même assez pour savoir que toutes mes switches étaient dans le même tiroir. Et puis, j'ai réussi à en trouver une en pas nouvelles conditions usagées, mais complète. Vous voyez, on est à même de comparer en fin de compte l'état de l'ancienne avec la nouvelle, comment il manquait quand même un bon bout de fil de métal qui permettait en fin de compte d'activer la switch correctement quand la bille vient se verrouiller dans la petite socket. Alors, c'est vraiment niaiseux en fait ce que j'ai à faire. J'ai juste à dessouder ces deux fils-là, les ressouder là-dessus. On visse ça et ça règle le problème. Subito presto, magnifique.
J'ai réinstallé la Switch et ça marche à merveille. J'ai fait une game avec sans la vitre et j'ai lancé la bille un peu partout et tout fonctionne, sauf évidemment, sauf une chose, la Switch du spinner qui est juste ici. C'est pas de la super ultra grosse science compliquée, mais il reste que je comprends pas pourquoi. Il n'y a comme pas de contact qui se fait dessus. Alors, et souhaitons que ce soit juste parce qu'elle est sale. Puis, c'est une autre occasion pour moi de vous filmer le dessous de ce playfield qui est juste abusivement tellement trop rempli. Ça n'a juste tellement pas de sens. De toutes les pinballs que j'ai eu à travailler, je dirais que la F14, c'est pas mal celle où il y a le plus de stock. Puis, quand on y pense, là, c'est pas si compliqué que ça, là. C'est juste qu'il y a énormément. Ça, c'est juste de la lumière. Ça, c'est juste de la lumière. Ça, c'est juste de la lumière. Ça, c'est des bords de lumière. Bords de lumière. Après ça, c'est les coils d'éjecteurs de billes. Et puis ça, c'est les coils pour. Ça, c'est les assemblages de flippers puis qui prennent toute la place. Fait que quand on y pense, là, c'est essentiellement des flippers puis de la lumière. Bon, j'ai pu isoler le problème du spinner. C'est en fait le petit crochet de métal qui s'accrochait là-dessus, qui avait tendance à débarquer. Quand j'ai eu la machine en premier dans mon atelier, il y avait, oh là, il faut falloir que je touche une coupe de target, sinon il va rentrer en mode de détection de coil, nanana. Ok, quand j'ai eu rentré la machine en premier dans l'atelier, il y avait une espèce de petit washer en plastique là, qui était découpé carré, toute lettre, que je me demandais à quoi il servait. Je l'ai enlevé. Puis là, je me suis rendu compte que ce qui sert, c'est qu'il évite la petite languette de métal à tomber puis à glisser sur le côté quand le spinner est vers le haut. Alors j'ai mis un washer en plastique rond qui est selon moi look un peu plus et on entend le bruit. Alors voilà. Le spinner fonctionne très bien. Maintenant qu'on a remis le petit washer à sa place, la petite languette débarre plus. J'en ai profité pour très bien nettoyer ici la fameuse petite switch du spinner. Ce qui pourrait maintenant nous permettre de dire que la machine est à 100% fonctionnelle au niveau du playfield. Maintenant, ce que je veux faire, dernier détail, côté électronique que je veux régler avant de m'attaquer complètement au cabinet, c'est de souder un nouvel afficheur ici qui est manquant et d'essayer de soit réparer celui-là. D'après moi, c'est vraiment juste une soudure qui fait qu'il manque une ligne. Ou sinon, vraiment, si je suis pas capable de voir que c'est vraiment à l'évidence la soudure, j'en ai un autre de spare, alors je le changerai à ce moment-là, pour être sûr de pouvoir jouer à 4 joueurs de façon épique. J'ai retiré le speaker panel et très rapidement, on peut voir que je ne suis pas le premier à vouloir m'attaquer au panneau d'affichage. On peut voir d'ailleurs une belle job de colle chaude qui a été faite ici. Ça, c'est l'afficheur qui manque la ligne du haut. Ça risque d'être un petit peu pas évident à diagnostiquer, peut-être dû à une soudure mal faite, parce que si on regarde justement de ce côté-ci, on peut voir que sensiblement tous les afficheurs ont déjà été changés sur cette machine-là, avec la quantité phénoménale de flux de soudure qui reste sur... C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueu. Fait qu'on va faire un nettoyage de tout ça. Je vais essayer d'enlever vraiment le plus gros résidu de flux qu'il y a ici. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une quantité de colle chaude de fou qui a été mis là. Même les chips ici. C'est facile de voir qu'est-ce qui a déjà été changé hein, sur un board. Ça a été changé. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi, là. Ça, les connecteurs ici ont été refaits. OK, fait que on va remettre ça droite. Bon, juste un petit nettoyage de flux, ça me permet de regarder le board sans trop avoir envie de gerber. Alors, ça fait déjà une différence. Je pense que je vais carrément dessouder l'ancien afficheur puisque ça a tellement été fait en colon, ça n'a pas de sens avec la colle chaude qui a été appliquée. Bref, là, le gars qui a soudé ça, là, il s'est pas fait chier le basic, hein. Bon, juste le nettoyage ici, là, ça c'est assez grandiose avec comparativement à ce que c'était. Fait que je vais faire la même chose, je vais enlever lui, je vais préparer le terrain, puis on va mettre des nouveaux afficheurs. Voici l'ancien afficheur qui manquait la ligne du haut. Et si on regarde à l'arrière de l'afficheur, c'est possible de voir que le chemin du haut s'en va directement sur la pin numéro 1 qui est là. Et celle-ci semble vraiment extrêmement précaire. Bref, si j'y touche un peu plus, je suis convaincu qu'elle va tomber. Fait que d'après moi, c'était ça le problème. Et justement, la raison pour laquelle il y a eu une grosse stripe de colle chaude qui avait été collée pour justement éviter ce problème-là. Bref, selon moi, ça, c'est pas récupérable.
Alors, j'ai pris les afficheurs qui étaient sur les plaques et j'ai dû un peu me battre parce que, voyez-vous, ces afficheurs-là, ils sont carrément faits pour aller sur des plaques avec des connecteurs latéraux. Alors que moi, ce que j'ai besoin, c'est des afficheurs avec des longues fiches qui vont se piner directement, en fin de compte, à la base. Alors, j'ai dû, ah ouais, il n'y en a pas de facile, dessouder et puis chauffer au gun à colle chaude pour enlever justement l'adhérence avec toute cette belle petite mousse double face qui était collée pour être capable de les installer. Ce qui fait que les panneaux ici sont moins élevés un peu que l'autre, mais finalement, c'est pas super. Regardez, ça fait, on dirait, une belle série de panneaux solaires. Ils ont tous le même angle, finalement. Fait que je trouve que c'est quand même acceptable comme installation. J'ai fait un gros ménage, évidemment, de flux et tout. Nettoyer un peu les rebords. J'ai enlevé un petit peu parce que, vraiment, le gars qui a changé les anciens, je dis le gars, regarde, c'est pour alléger la phrase que j'utilise, le masculin, la généralité. C'est peut-être une fille, mais après moi, c'est un opérateur qui est allemand, parce qu'on sait que la machine vient d'Allemagne, qui a mis vraiment... Il y avait un gros budget limité de colle chaude, puis il en a mis franchement assez épais partout. J'en ai enlevé une coupe de moton. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est juste moi, là, des fois, qui aime ça quand c'est tout propre. Ça fait que le panneau ici aussi, tout le flux a été nettoyé sur tous les connecteurs. Il est, selon moi, dans un état plus qu'acceptable et prêt à être plugué. Seule chose que j'ai envie de faire ici, c'est vraiment nettoyer la plaque qui est un peu dégueu, autant d'un côté comme de l'autre. Fait qu'on va nettoyer ça, et une fois que ça va être fait, ça aussi, je vais le coller comme il faut avec du tape double face sur le panneau là. Je ne sais pas pourquoi dans les pinballs, la section où ils utilisent le plus de tape double face dans la construction de la machine, c'est le speaker panel. Alors ça, normalement, c'est collé avec une espèce de colle ou tape double face, les panneaux aussi. Dieu sait pourquoi ils veulent faire ça de même. Je ne vois pas qu'est-ce qui aurait été si problématique d'utiliser des petites vis encastrées. Ça aurait pu faire très bien la job. Une fois nettoyé, on est prêt maintenant à installer le nouveau panneau. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'à travers manipulation, le côté ici était cassé. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre une petite braquette de métal ici pour le revisser puis le solidifier. Ok, ça fait que Mr. Afisher going that way. Yes, on set up ça. Oh, que je suis content. J'ai réinstallé le panneau qui est tout neuf, tout nettoyé, tout reconnecté. Et les deux afficheurs que j'ai remplacés fonctionnent du premier coup parfaitement. Ah, c'est le fun des petites victoires comme ça où on n'a pas à réviser le travail. Alors voilà, ça vaut la peine de festoyer avec les sirènes qui tournent. Ok, ben avec cette réparation-là, on peut maintenant dire que tout ce qui est électronique dans la machine est réparé. Tout ce qui est fonctionnel est fait. Tout ce qui nous reste à faire à partir de maintenant, c'est purement et seulement de l'esthétique, qui implique entre autres de nettoyer les gyrophares et de refaire les morceaux de bois tout chippés sur le dessus de la tête. Ça c'est cool, hein, quand il reste rien que ça. Avant de vraiment m'attaquer au cabinet, il me restait deux aspects esthétiques à régler, c'est-à-dire l'autocollant du spinner, qu'on voit pas très bien ici, mais qu'à l'origine, c'était en fin de compte le visuel de la High Speed. Alors on voulait vraiment le visuel original de la F14 Tomcat, même si on ne le voit pas très bien, c'est pas grave, on veut ça. Et puis aussi, il existe un site qui s'appelle pinballcards.com qui regroupe le travail d'un graphiste qui refait le visuel de plusieurs instruction cards de pinball. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de classement à travers ces pages, là, mais en fouillant là-dedans, je suis tombé sur celui-là de la F14 Tomcat. Il y en a même deux versions différentes. J'ai pris celle-là avec le plus de jaune parce que je trouve que ça fit plus avec la Apron. Ces dessins sont en haute résolution, sont downloadables gratuitement, mais l'usager est invité à faire une donation pour son beau travail, et c'est ce que j'ai fait parce que je suis graphiste de formation et j'aurais pu en faire des customs, mais franchement, son travail est extraordinaire. Alors, ça me fait plaisir d'encourager ce dude-là. Fort de la réussite du panneau d'affichage réparé, je vais en profiter pour faire un nettoyage en ordre de toute cette poussière à l'intérieur de la tête et aussi faire une inspection, voir s'il n'y a pas des choses louches, comme par exemple, je me suis rendu compte que le knocker ici était déconnecté, ce qui arrive très souvent parce que le F14 Tomcat, quand il y a des troubles, par exemple un problème de switch, le knocker va cogner vraiment pour avertir, genre « Hey, j'ai un problème, viens me voir ». Alors, c'est très fréquent de voir du monde déconnecter le knocker. Ben nous, vu qu'on n'aura aucun problème de switch, on va se permettre de la reconnecter.
Après ça, bon, évidemment, ici, là, il y a un connecteur qui commençait à être un peu tiré par le bas. Fait que c'est pas super. OK, les redresser. Fait que ça, c'est le board Rotten Dog des drivers de solénoïde. Alors, ça, c'est neuf. Un petit clean-up, ça fait pas de tort. J'en ai même profité pour recoller aussi la charte des valeurs de fuse qui était décollée. Il s'agit maintenant de s'occuper du dessus de la tête, donc nettoyer les gyrophares comme il faut et commencer à faire la job de poté qui va venir, même si c'est quelque chose de non visible, tant qu'à être descendu, ça va être pratique d'avoir ça de refait parce qu'on va faire beaucoup de retouches de peinture. Vous voyez comment le côté est quand même pas mal égratigné. Et puis on va aussi installer une pièce manquante, c'est-à-dire le super système de clip derrière la tête qui est assez essentiel au moment de monter la machine. Le plus gros problème de délamination se trouve surtout à la tête ici. Et quand il y a des gros chunks de bois comme ça, je pourrais m'occuper des recoller, mais franchement, là, c'est plate à dire. Là, je préfère carrément les enlever puis de refaire la potée parce que on dirait que je ne serais jamais vraiment capable de faire un collage complètement flush. Ça fait que vu qu'il y en a vraiment beaucoup à faire, je vais carrément refaire cette section-là. J'enlève ce qui décolle facilement. Et puis, bon, tout part, hein? Tout a poigné l'eau. Fait que c'est un petit peu dull de même. Ça fait mal au cœur jusqu'à un certain point. OK. Maintenant qu'on a enlevé pas mal tout ce qui décolle, on va pouvoir faire quelque chose de sharp avec ça. Yes! Tout ce qui est application de potée est fait. Pour la plus grosse section ici, j'ai carrément mis du plastic wood parce que là, j'aurais passé tout mon pot de potée de char. Alors, voici les deux produits que j'utilise, plastic wood et potée de char Bondo. Pour tout ce qui est vraiment les contours là, qui ont besoin d'un peu plus de fermeté, disons, vu que ça risque d'être manipulé. Fait que j'ai rempli tous les contours comme j'ai pu. Il y a vraiment eu énormément de scratch sur la machine. Alors j'ai rempli sensiblement tout ce qui est rainure et tout, là, qui est dû au déplacement multiple que la machine a eu dans sa vie. Et puis tout ce qui est fume ici, ça va se nettoyer tout simplement à gainer. Puis après ça, on va faire les retouches de peinture uniquement où vous voyez les zones, toutes les veinures. Fait que ça va rendre le side vraiment plus lisse. Même chose ici. Puis le pire, c'était vraiment ici. Où il y a eu comme un gros autocollant qu'une fois enlevé, il est parti avec beaucoup de peinture. La peinture ici a comme vraiment séché. C'est une peinture assez cheap, là, faut le dire. Là. Fait que, encore une fois, mais que ça soit sec, je vais passer rapidement un petit linge humide juste pour enlever le bondo qui est quand même en surface. Puis après ça, on va pouvoir refaire les retouches. Le pire chunk, c'est vraiment le coin ici qui a mangé le plus une claque. Fait que je l'ai rempli du mieux que je peux, mais je n'aurais pas fou essayer de rendre ça complètement square. Là. Ce qu'on veut, c'est le meilleur rapport... qualité-prix, meilleur rapport visuel-effort. Alors, je suis rendu à quelque chose que j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire scraper les faces de mes joueurs de soccer ici, qui me regardent depuis le début du projet, puis que j'avais hâte d'envoyer aux cieux de la gommette usée. Les cieux de la gommette usée. Yeah. Évidemment, quand vous faites de la potée de char, aérez bien la pièce, parce que ça sent fort. Là, c'est lui, c'est made. I was made for scraping you, made. C'est une des rares affaires real-time que je m'amuse à vous filmer, là, parce que c'est comme satisfaisant d'enlever des stickers. C'est vrai, parlant de petits stickers, il y en a un que j'ai pas montré tantôt. Un autre petit bonus que j'ai fait, petite attention pour dorloter la machine. Parce que, voyez-vous, au début de l'histoire de la pinball, sur les corn doors, il y avait tout le temps un sticker où engravé le logo de la compagnie qui créait la machine. Et puis à partir des années 80-90, le devant était tout le temps blanc. Blanc. Il était tout le temps laissé vide. Alors j'ai fait un petit sticker Williams pour mettre sur la coin door. Je trouve que ça fait un bel habillage qui est nécessaire, selon moi, là, pour rendre ça plus beau. Hein. Je me demande pourquoi ils ont juste arrêté de mettre le sticker de la compagnie sur les coin doors, parce que ça fait une finition intéressante.
J'en ai fait un pour ma petite balai ici, que je vais faire éventuellement. Mais avant, il va falloir que je reconditionne la corn door avant de le mettre. Bon, c'est le dernier set. Scraping, scraping, scraping. Good. OK. Fait que là, on a une couple d'heures devant nous pour attendre que tout ça finisse de sécher. Après ça, on nettoie. Puis là, on va pouvoir faire les retouches de peinture. Yeah! La potée a fini de sécher. Je l'ai toute sablée. J'ai tout nettoyé. Les excédents possibles et inimaginables qu'il peut y avoir un peu partout sur le cabinet ne restent donc que les crevasses remplies de potée. On peut donc maintenant enfin passer à l'étape de la peinture. Entre autres, derrière ici, ça va faire vraiment beaucoup de bien. Même si c'est pas quelque chose de visible, on voit que le dos de la machine a vraiment été seulement amoché. Fait que je vais simplement repeindre ça au noir. J'ai aussi enlevé tous les autocollants superflus de son passage en Allemagne. Cette machine-là revient d'Europe. Hein? Elle a été en Allemagne. Donc, il y avait des autocollants en allemand un peu partout. On l'a donc re-chicagoifié, si on peut dire, en ne laissant que l'autocollant Williams officiel avec son numéro de série. Donc, on repeint ça. On repeint les contours du bac. Et puis, le côté vraiment le plus amoché, c'est de loin ce côté-ci de la tête. On espère être capable de le ramener pas mal. Comme je disais ici, ça a été rempli après. Il y a plein de zones là, qui étaient crevassées. Ce côté-là est franchement très bien. Ça ne devrait pas être trop compliqué de faire toutes les petites retouches dessus. Alors, je commence par faire le blanc, par la suite le jaune, le rouge et je termine par le noir. Parce que si jamais il y a des petits débordements, des retouches à faire, c'est beaucoup plus simple de mettre un noir sur un jaune ou un blanc que l'inverse. On y va! Les retouches de blanc, de jaune et de rouge sont maintenant terminées. Il ne reste plus que le noir à appliquer. Alors on peut vraiment dire qu'on est dans le dernier bout droit de la restauration de cette machine-là. Évidemment, cette section-là, on ne peut pas faire de miracle à moins d'avoir vraiment complètement sablé et fait une job de pochoir. Mais ça va quand même pas mal sauver le coup d'œil ce qu'on est en train de faire. Alors, prochaine étape, la finition. Nous y voilà! Toutes les retouches de peinture sont maintenant faites de chaque côté de la machine et sur le dessus. Pour ceux qui étaient un peu nerveux un peu plus tôt de me voir enlever des gros chunks de bois, eh bien avec le plastic wood et la peinture, ça sauve quand même pas mal la mise. Et puis, l'autre côté, terminé lui aussi. Il me reste maintenant à lever la tête pour être capable de peindre le contour de la tête. Et puis là, on pourra vraiment dire que c'est terminé. Petit détail que je voulais discuter ici, c'est que cette clip-là était manquante quand j'ai eu cette machine-là. J'en ai installé un nouveau et j'ai inversé la position de chacune des pièces. À l'origine, la clip qui est là se trouve au bas. Sauf que cette machine-là, en fait, les machines à boules sont faites qu'une fois que la tête est pliée, on peut appuyer la machine sur le dos, au sol. Mais avec cette pièce-là qui accote au sol, pendant les déplacements, ça défonce le caisson, ça part de tous les côtés. Et puis, bien évidemment, on les perd. Donc, c'était le cas de cette machine-là. Ça fait que j'ai mis cette pièce-là parce qu'elle a la même épaisseur, à peu près, que les pattes de nylon ici. Ce qui fait que si on met la tête sur le dos, eh bien, on ne risque pas d'accrocher le sol avec cette pièce-là. Puis cette pièce-là, ben, vu qu'elle va être couchée sur le dessus, elle ne frottera pas par terre. Petit détail que je me dis comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait ça à l'origine de même. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, mais pour l'instant, je considère que ma façon de faire est un peu meilleure. OK. Alors, on peint le haut. La voilà donc enfin terminée, toute flamboyante, resplendissante, prête à jouer. F14 Tomcat, classique parmi les classiques. Une autre qui va me faire un peu mal au cœur quand je vais l'avoir quittée parce que je l'aurais bien gardée. J'aimerais vous expliquer un petit peu rapidement les règlements de cette partie qui est reconnu pour être assez simpliste, mais tellement difficile à maîtriser que juste réussir à aller jusqu'au bout de la machine, c'est déjà un challenge suffisant pour la garder très longtemps dans sa collection. OK, donc, cette machine-là se décline à peu près en 3-4 objectifs principaux. Le premier des objectifs, avoir l'extra balle.
avoir l'extra balle, c'est quand même assez simple. Il s'agit de l'envoyer 8 fois dans le corridor de gauche. Le problème, c'est que le corridor de gauche, il y a un coil qui te renvoie la bille extrêmement rapidement sur le flipper de gauche. Pour être capable de s'en sortir, c'est qu'aussitôt qu'on voit que la balle rentre dans ce corridor-là, on lève le flipper de gauche et normalement, on est capable de l'attraper. À chaque fois qu'on l'envoie dans le corridor de gauche, on allume un kill. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Donc, quand on a réussi les 7 kills, le 8e coup va permettre de tuer le général Yagov, qui est juste ici. Extra balle à ce moment-là. Deuxième objectif, si on veut faire le plus de points possible, c'est de monter la ligne de bonus ici. Pour être capable de monter la ligne de bonus jusqu'au très recherché 8x, il faut l'envoyer dans le loop qui est là. Si on l'envoie une première fois dans le loop de gauche, par exemple, on allume le bonus multiplicateur de gauche, même chose vers la droite. Fait que quand c'est allumé, on l'envoie là-dedans et ça monte à chaque fois. Chaque fois qu'on fait des hits de Tom et de Cat, on fait augmenter aussi la valeur des bonus. Alors, quand on réussit à augmenter ces deux rangées-là le plus haut possible, on peut s'assurer vraiment d'un excellent bonus à la fin de la bille. Après ça, je viens de parler des Tom 4. Bon, ben je dirais que le troisième objectif, qui est sensiblement celui-là qu'on recherche le plus, c'est d'allumer les Tom et les 4 qui sont à la fois en bas et en haut. Donc, si on réussit à faire le T en bas, le T en haut s'allume. Même chose avec le O et le M, même chose avec le côté 4. À chaque fois qu'on réussit à allumer un Tom 4, il y a un lock de billes qui est possible, qui va flasher ici. Ici, sur mon sticker custom, j'ai écrit Mac pour être en accord avec la thématique d'avion. Mais normalement, ça serait écrit, par exemple, lock. Mais comme il n'y a rien d'écrit, alors je me suis permis cette liberté-là. Donc, Mac 1, Mac 2, Mac 3, il faut verrouiller 3 billes. Il faut donc faire 3 fois le Tom 4, allumer les 3 billes. Et quand on réussit à avoir une lumière qui clignote, on l'envoie dans le corridor de droite. Il est repropulsé ici et la bille va aller se verrouiller soit ici. Ben, la première bille va aller se verrouiller ici. La deuxième, soit ici. Et la troisième, juste à côté. Une fois qu'on a nos 3 billes de verrouillé, là, le multiballe est prêt à être déclenché en envoyant la bille une 4e fois dans le corridor de droite. Et quand c'est fait, le multiballe à 4 billes est commencé, les gyrophares tournent, c'est l'apothéose et c'est extrêmement difficile parce qu'il faut garder au moins 2 billes en jeu le plus longtemps possible pour être capable, encore une fois, d'envoyer les billes dans le corridor de droite pour réussir ce qu'on appelle des safe landings. À partir du moment qu'on réussit à faire 3 safe landings pendant qu'on est en multiballe, on a le Fighter Jackpot. Et c'est là qu'on score des gros points. C'est l'objectif ultime de la machine, le Fighter Jackpot. Extrêmement difficile à atteindre. Ça, je vous le cache pas. Après ça, qu'est-ce que je vous dirais qui reste? Ben, ça fait le tour des features pas mal principales de la machine. Sinon, il y a le Hot Streak, que pour être franc, j'ai jamais vraiment compris comment on réussit à avoir le Hot Streak. Il y a des petites finesses là où qu'on peut... Ben en fait, il y a une petite lacune dans le game design ici. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici qui ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire que quand on joue, ça flash de 1 à 6 de façon back and forth. Et si on réussit à atteindre la cible quand c'est celle qui est allumée, ça score juste un peu plus de points. Mais c'est pas quelque chose qu'on vise de façon systématique parce que ça score vraiment très 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 peu de points. Après ça, il y a le Rescue ici qui est très pratique, une feature très Steve Ritchie. C'est-à-dire que si on perd la bille et que le Rescue est allumé, il y a un coil qui repousse la bille et qui la ramène en jeu. Une fois que c'est fait, la lumière s'éteint. Pour être capable de le rallumer, il faut frapper une des deux targets ici quand le Rescue est allumé. Sauf que la portion très tricky de ce playfield-là, c'est que si vous visez au centre, c'est presque sûr à 100% que la bille retombe en plein milieu. Alors, il faut vraiment éviter de vouloir frapper le centre de plein fouet parce que c'est presque sûr qu'on perd sa bille. Il faut pratiquement l'accrocher par hasard. Et après ça, on est content si oui ou non ça a rallumé le Rescue. Si on est capable de faire en fait compte aussi, quand la bille passe ici, ça allume le Lights Kill, ça allume le Kill ici. Et si on est capable très rapidement d'avoir la bille ici et de l'envoyer, paf, et qui frappe les deux targets en même temps, donc en plein centre, on va avoir un Kill ici.
C'est une des premières games aussi à avoir du flight insurance, c'est-à-dire un shoot again sur une bille qui donne pas de points. Donc, mais il est vraiment pas assez bien exploité considérant la difficulté de la game. C'est-à-dire que sur la troisième bille, si on a vraiment fait que très peu de points sur les deux premières, le flight insurance va être allumé sur la troisième bille seulement pendant un certain temps de la game, juste pour dire est-ce qu'on peut au moins jouer pendant 1 minute. Parce que des games en bas d'1 minute, quand on commence avec cette machine-là, on en fait beaucoup. Pour ça, ben, le fly again, c'est si on gagne l'extra balle. Ça allume le fly again. OK. Ça fait le tour des règlements en gros.